Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré le nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 44 000 morts, de nouvelles personnes secourues au cours du séisme qui s'est tenu en Turquie et en Syrie. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin à Addis Abeba le nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Cet événement a eu lieu dans le cadre du déplacement actuel du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, où il prend part aux travaux du sommet de l'Union africaine qui a pour thème cette année accélération de la mise en œuvre de l'accord de la zone libre-échange continentale africaine. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mahmoud Haïbé. Rappelons que la cérémonie d'inauguration s'est tenue dans une ambiance conviviale animée par les troupes musicales de danse et chants traditionnels pour accueillir les hôtes. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été convié à prendre part à cette cérémonie à son arrivée à la nouvelle chancellerie djiboutienne. Le président de la République a accueilli le Premier ministre éthiopien. Rappelons que cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement éthiopien, dont le ministre des Finances éthiopien, M. Ahmed Shide, ainsi que la porte-parole du gouvernement éthiopien, le secrétaire général de l'IGAD, M. Workene Gebeyu, et de hautes personnalités et membres du corps diplomatique des pays amis Djibouti ont pris part à l'inauguration. La participation du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba reflète encore une fois l'excellente relation des liens privilégiés de partage, de partenariats stratégiques basés sur des intérêts et des valeurs communs qui existent entre nos deux pays. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre du Commerce, M. Mohamed Ouassama Diriye, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, et le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Guelleh Idriss, qui ont pris part à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de notre pays à Addis Abeba. Eh bien, dans son discours prononcé par
L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Aïbé, a remercié le président de la République pour son soutien indéfectible pour la construction de cette chancellerie djiboutienne qui reflète, a-t-il dit, les liens solides entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. De son côté, le Premier ministre, Dr Abiy Ahmed, a remercié dans une intervention le président de la République après avoir invité pour prendre part à la cérémonie d'inauguration. Il a ajouté que Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations d'amitié, de coopération de longue date. Ce nouveau siège, a-t-il rappelé le Premier ministre, l'ambassade va continuer au renforcement des liens déjà privilégiés qui existent entre nos deux pays, a-t-il rappelé. Il a souligné que Djibouti est un allié et un pays frère pour l'Éthiopie. Ils partagent les mêmes valeurs et intérêts qui renforcent les relations djibouti-éthiopiennes. Le Premier ministre a félicité le président à l'inauguration de ce beau bâtiment qui est construit avec une architecture moderne et unique. De son côté, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a remercié le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, d'avoir participé à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade. Le président de la République a déclaré que les relations bilatérales et les partenariats stratégiques fructueux que partagent les deux nations dans la quasi-totalité des domaines du développement durable reflètent la relation solide qui partagent les deux pays frères, a dit le chef de l'État. Le président de la République a ajouté que cette nouvelle chancellerie djiboutienne va contribuer à renforcer un modèle d'intégration et de partenariat solide, aussi bien pour les pays de la région qu'à l'échelle du continent africain. Et enfin, le président a conclu dans son discours l'importance d'identifier les opportunités en vue d'une nouvelle collaboration entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Après ça, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, ont visité les différents locaux et administratifs du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba, où nous le verrons dans nos prochaines éditions. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris hier au 36e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui a ouvert ses travaux à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, placée sous le signe de la poursuite des efforts liés à la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique et commercial inter-Afrique. Ce sommet affiche d'emblée ses objectifs dévolus à la réalisation des débouchés nouveaux et de développement pour le continent. Awa Abdi. Les dirigeants de plus de 30 États membres de l'Union africaine se sont réunis ce matin à Addis Abeba pour prendre part aux travaux de la 36e session annuelle du sommet des chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête d'une importante délégation ministérielle, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de la Commerce, M. Mohamed Ouarsam Diriye, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mahmoud Aïbé, et le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Guelleh Idriss Omar. L'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine est au centre des discussions du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Après l'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine en 2019, les dirigeants de la continent africaine visent à accélérer la mise en place de cette zone de libre-échange en vue de favoriser le commerce interafricain et attirer les investisseurs. Selon la Banque mondiale, l'accord permettrait de créer plus de 18 millions d'emplois supplémentaires et générer ainsi un PIB estimé à 2,6 trillions de dollars. Grâce à sa position géostratégique située la deuxième route maritime la plus fréquentée du monde au carrefour des échanges entre l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique, l'Asie et l'Europe, la construction des infrastructures portuaires modernes comme la zone franche internationale la plus grande en Afrique, la République de Djibouti est un maillon essentiel du projet de ZLECAf. Ce sommet qui se tient vient à un moment délicat pour le continent africain qui se veut ambitieux avec l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange, mais aussi porteur d'espoir et trouver une issue aux défis actuels que connaît le continent africain. Awa Abdi, Addis Ababa, capitale de l'Éthiopie.
Eh bien, dans son discours lors de ce 36e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a rappelé que les zones économiques constituent des instruments stratégiques pour lutter contre le chômage endémique de nos populations, notamment les jeunes. La République de Djibouti est plus que jamais attachée à une intégration économique plus profonde au niveau régional et continental. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime d'abord remercier le gouvernement et le peuple éthiopien qui, comme à l'accoutumée, nous ont accueillis avec chaleur et bienveillance. C'est avec un profond sentiment de satisfaction que je prends part à cette conférence annuelle dont le thème est déterminant pour le développement économique de notre continent. Monsieur le Président, nous avons ouvert un nouveau chapitre de notre histoire avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf en mai 2019 et les lancements des échanges en janvier 2021. Notre sommet aujourd'hui est donc l'occasion de faire avancer les discussions et d'aborder les questions pendantes. Cela est d'autant plus urgent que les récentes crises exogènes consécutives nous ont démontré la nécessité d'une résilience économique. Cela est d'autant plus nécessaire également que l'Afrique a les potentiels de ses ambitions des transformations et d'émancipation économique. Comme vous le savez, les efforts consentis au cours de décennies passées par nos pays respectifs pour développer les tissus industriels de nos économies se sont heurtés à de multiples facteurs ayant handicapé l'essor industriel de notre continent. L'avènement de la ZLECAf, nous en sommes convaincus, est la solution à cet handicap et nous permettra d'aborder ces questions sous un nouveau jour. Toutefois, sa mise en œuvre intégrale reste un défi et ces obstacles ne seront jamais surmontés sans une volonté politique forte de notre part et sans notre détermination et unité. Deux aspects clés devront être pris en considération pour une mise en œuvre efficiente de la ZLECAf. 1. Et stimuler les capacités productives des entreprises africaines par le pied des chaînes de valeur africaines compétitives grâce au rôle catalyseur de la ZLECAf. 2. Promouvoir le développement des zones économiques spéciales compatibles avec la ZLECAf. Les zones économiques constituent d'ailleurs des instruments stratégiques pour lutter contre le chômage endémique de nos populations, notamment le jeune. À ce jour, 203 zones économiques spéciales sont opérationnelles et 73 projets ont été annoncés pour être réalisés dans 47 pays africains. Monsieur le Président, la République de Djibouti est plus que jamais attachée à une intégration économique plus approfondie au niveau régional et continental. En effet, le commerce international reste fondamental pour Djibouti du fait de sa position géostratégique située sur la deuxième ligne maritime la plus utilisée, un carrefour idéal pour le commerce de biens et de services avec l'Europe, Asie et Afrique. La vision stratégique 2035 ainsi que le plan national de développement 2020-2024 ont réaffirmé dans leurs axes stratégiques l'objectif de positionner Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale et continentale, offrant une plateforme multiservice de finances, du e-commerce et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Djibouti s'est en outre doté d'une stratégie nationale sur la ZLECAf avec l'appui de la CEA et d'une stratégie régionale de pays de l'IGAD qui est en cours de validation et qui doit prendre en compte tous les domaines des mises en œuvre de la ZLECAf. Enfin, dans le cadre du commerce et des services, les 5 secteurs prioritaires pour la ZLECAf ont été soumis par mon pays et les questions tarifaires sont en cours de préparation au niveau national. En conclusion, Monsieur le Président, nous sommes les catalyseurs et les bénéficiaires de cet organe. Nous devons à nous-mêmes ainsi qu'aux générations futures de résoudre le paradoxe d'une Afrique pauvre aux ressources abondantes et de créer un marché intégré susceptible d'élargir nos possibilités de progrès socio-économiques. Je vous remercie. Retour à Djibouti où, à mi-parcours des élections législatives et après avoir effectué une tournée dans les régions de l'intérieur, le président de la CNCA a tenu une déclaration dont voici les contenus. À 4 jours de clôture de la campagne électorale pour les législatives du 24 février prochain, j'ai jugé utile de faire cette déclaration pour faire un point complet sur la répartition des temps d'antenne accordés aux formations politiques qui candidatent pour ces élections.
Comme vous le savez, et conformément aux prérogatives que lui attribue la loi numéro 96 portant pluralisme politique lors des campagnes électorales, la Commission nationale des communications est chargée de superviser la répartition des temps d'antenne et la couverture médiatique pendant les campagnes électorales. La loi accorde à chaque formation politique en lice 60 minutes de temps d'antenne pour chaque circonscription. Concrètement, la formation politique UMP présente dans toutes les 6 circonscriptions du pays bénéficie de 60 minutes de temps d'antenne pour chaque circonscription. De même, la formation politique UDJ présente à Arta et à Djibouti-Ville bénéficie de 60 minutes pour chacune de ces 2 circonscriptions. Dans un souci d'équité et d'accès de tous nos concitoyens au programme politique des partis sur l'ensemble du territoire national, les 60 minutes sont réparties comme suit. 30 minutes pour la radio et 30 minutes pour la télévision. Après avoir effectué des visites d'inspection dans toutes les circonscriptions, la CNC a constaté que, grâce aux efforts logistiques déployés par la RTD, la couverture médiatique de ces élections se passe dans des conditions hautement améliorées. Toutefois, la CNC a également constaté l'absence de messages spécifiques à la radio de la part des formations politiques, une utilisation marginale des minutes bonus accordées pour la présentation des candidats de la part des formations politiques. Direction l'Afrique de l'Ouest, où la 8e session extraordinaire de la conférence générale de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, renouvellement du mandat directeur général de l'organisation, s'est tenue à Nouakchott, la capitale du Mauritanie. Cette session extraordinaire a vu la participation de tous les chefs des délégations des États membres arabes qui soutenaient l'unanimité de la reconduction du docteur Mohamed Ould au poste de directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, au vu des efforts de réforme qu'il a engagés durant son mandat pour rendre l'organisation encore plus efficace et proche des pays membres. Notre pays a été représenté par M. Mohamed Moussa Yabe, secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO et le directeur général de l'ESCO. Dans son intervention, a remercié les dirigeants politiques mauritaniennes. À Tadjoura, cette fois-ci, où dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le centre communautaire de Centre Tadjoura a effectué la pulvérisation intradomiciliaire dans les différents quartiers de la ville de Tadjoura, en collaboration avec les associations des femmes engagées, où nous le verrons dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, le président ghanéen déplore la mort du footballeur Adzou. C'est le corps du footballeur ghanéen Christian Adzou qui a été retrouvé sous le décombre d'un immeuble à 12e étage. Le Ghanéen Christian Adzou a été retrouvé sous le décombre d'un immeuble de 12 étages où il vivait dans la ville d'Antekia, dans la province d'Atia, durement touché par le séisme de magnitude de 7,7 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. C'est son agent qui a annoncé la triste nouvelle hier samedi. Une fin tragique pour la star ghanéenne du ballon rond. Christian Adzou, 31 ans, évoluait pour le club turc de Super League Atis Sport, club qu'il avait rallié en provenance du club saoudien Al Raid FC l'année dernière. Le président ghanéen Nano Addo Dakawa Akufo Addo a exprimé ses condoléances à la famille du footballeur ghanéen Christian Adzou. Un temps annoncé retrouvé sain et sauf par l'ambassadrice de son pays au Ghana avant que son club n'annonce que son joueur était porté disparu. L'international ghanéen a évolué dans plusieurs clubs dont Chelsea et Newcastle en Angleterre. Il avait annulé son voyage pour la France quelques heures avant le tremblement de terre selon le responsable de son club. On reste toujours en Turquie où je vous ai dans le titre, plus de 44 000 personnes sont mortes après le tremblement de terre qui a dévasté il y a 13 jours le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Hamza Mohamed. 44 000 personnes sont mortes après le tremblement de terre qui a dévasté il y a 13 jours le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, selon un nouveau bilan des autorités annoncé samedi, tandis que 2 personnes en Séville ont été sauvées. Presque 300 heures après ce tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu le 6 février, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent de jour en jour. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière dans la région depuis des siècles. Samedi, un
Un homme et une femme ont été retrouvés après avoir passé 296 heures piégés dans les décombres à Antakya, a rapporté l'agence de presse Anadolu qui a diffusé des images de leur sauvetage. En revanche, un enfant de 12 ans retrouvé à leur côté a succombé quelques minutes après les efforts entrepris pour le sauver, selon l'agence. Plus de 84 000 bâtiments se sont effondrés, doivent être démolis d'urgence ou ont été gravement endommagés lors du séisme, a déclaré vendredi le ministre turc de l'Environnement Murat Kuram. L'une des régions durement touchées est Antakya, un ancien carrefour de civilisation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.